dans notre activité, on a différents départements. Il y a la DV, la compta, le développement, donc ça c'est tout ce qui est acquisition de projet. Le programme, ça c'est tout ce qui est exécution d'un point de vue financier du projet. La technique pour les travaux. Et puis le commercial, le marketing et le service client. Mais tout le monde fonctionnait avec ces outils en silo. Et en fait, il y avait une énorme perte d'informations qui générait des erreurs et de l'insatisfaction client. Donc le but recherché en tout cas avec HubSpot et Idea Agency, c'était de pouvoir avoir un outil transverse pour éviter d'avoir justement des pertes d'informations, des erreurs et améliorer grandement la satisfaction du client. Et puis juste pour compléter, c'est vrai qu'en fait la particularité de Bouygues Immobilier Belgium, c'est qu'on est sur un processus de vente qui est très très long en fait, de 2 à 4 ans, et comme tu le disais en fait avec, ou même plus, avec, comme tu le disais, en fait, beaucoup d'équipes en fait, qui se succèdent. Et donc, c'était d'autant plus important en fait, de venir centraliser toute l'information pour qu'il y ait un suivi, parce qu'en fait, en 4 ans, il peut se passer énormément de choses, des collaborateurs qui partent, etc. Et donc, du coup, en fait, il y avait aujourd'hui une activité complètement silotée, avec des Excel un petit peu de partout. Et voilà, une grosse problématique en fait, de venir unifier la donnée sur un CRM. Donc, c'était l'enjeu principal en tout cas. Ouais, donc là, Corentin a bien balisé le truc. En fait, d'un point de vue volume client, c'est assez faible. On a peut-être, je dirais, entre 100 et 250 clients par an, ce qui n'est pas énorme dans l'absolu, mais c'est sur des achats qui sont conséquents, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et effectivement, en fait, la problématique qu'on avait, c'est que tout le monde travaillait avec son petit tableur Excel, voire avec plusieurs tableurs Excel, et quand la direction demandait une information, les chiffres n'étaient pas tout à fait les mêmes en fonction des départements concernés. Et donc, l'idée, là, c'était vraiment de recentrer tout ça pour s'assurer qu'on ait, du côté, en tout cas, client, le meilleur parcours possible, et de notre côté, qu'on ait de la data fiable, quoi. Ok. Et du coup, le choix donc s'est porté sur HubSpot parce que justement, cette logique de pouvoir aligner en fait cette donnée, d'avoir centralisé cette donnée, c'est ça qui était intéressant pour vous? Il y avait plusieurs outils qui étaient susceptibles de convenir. Maintenant, je crois que le choix qui s'est fait à l'époque, puisque c'était avant que j'arrive, c'était d'avoir justement en fait une polyvalence et une capacité d'évoluer et de toucher les autres départements, puisque c'est le département commercial qui a l'initiative d'HubSpot, enfin en tout cas du développement en interne, mais avec la volonté aussi de pouvoir embarquer la technique, le programme, le développement pour que tout le monde utilise le même outil et qu'on ait une data fiable du début à la fin du processus, puisque Corentin l'a dit, un client chez nous, au minimum, est embarqué pendant 2 ans s'il achète vraiment en fin de livraison et puis après qu'il subit entre guillemets juste le SAV. Mais si on a quelqu'un qui achète dès un lancement commercial, faut compter 2 à 3 ans de travaux en fonction des projets. Et puis après, justement, toute cette partie de SAV qui peut durer 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est un processus qui est long, qui est vraiment long, en fait, pour le coup. Et donc, il faut en tout cas garder cette information parce qu'il y a plein de problématiques qui peuvent arriver, en fait, des collaborateurs qui changent, etc. Rien donc, que l'aspect humain. Tu voilà. peux avoir effectivement plusieurs... il y a déjà plusieurs intervenants dans le processus, mais tu peux également avoir un changement de collaborateur. Et si en plus chacun travaille sur son ordi avec son tableau Excel, tu t'en sors jamais. C'est sûr. Donc on a effectivement eu des gens qui se sont retrouvés avec des cuisines, on va dire roses, alors qu'ils en avaient commandé une jaune. Mais c'est voilà, pour un peu tirer l'image, mais c'est arrivé malheureusement. Et fort heureusement, ça n'arrive plus. Génial. Si on revient un petit peu sur le projet, il y avait un petit peu plus d'utilisateurs au démarrage sur 2021. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement, d'un point de vue global, comment s'est déployé le CRM au sein de l'entreprise? Oui, je peux Peut-être prendre, Corentin, oui, s'il te plaît. je peux prendre. En fait, on retrouve un peu toutes les étapes clés d'un projet de déploiement CRM. Donc, il y a une phase de cadrage qui est ultra importante, je vais revenir dessus. Une phase d'implémentation, de déploiement des différents espaces privés qu'on a mis en place. Et puis après, une phase d'amélioration continue. On est encore dans cette phase d'amélioration continue. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, en fait, de penser aussi à avoir une première version de projet, en fait, un premier MVP qui va répondre aux cas d'usage en fait essentiels, et puis après en fait d'avoir cette logique d'amélioration. En fait, on est encore en plein dedans, on pousse aujourd'hui un peu plus loin les espaces privés. Mais donc voilà, en tout cas, on a eu ces différentes phases-là, une phase de cadrage qui était importante en fait pour s'immerger dans l'activité de Bouygues Immobilier Belgium, les contraintes aussi du métier, comprendre les différents cas d'usage des équipes, et puis en fait parler process, parce que aujourd'hui, enfin à l'époque,
Voilà, on le disait, tout le monde était avec une activité très silotée, donc peu de process en fait uniformisés. Donc il y avait aussi ce travail-là à mener. On verra tout à l'heure dans les enseignements que on a tiré aussi des enseignements. Nous, effectivement, c'est un projet qui a démarré en 2021 et depuis, IDEA Agency aussi a su apprendre de ce type de projet pour renforcer en fait ces phases de cadrage. Une implémentation CRM, c'était vraiment en fait le socle de tout le système d'information, avec du coup un premier lancement du site. Donc l'objectif c'était d'avoir un site vitrine qui vient présenter les différents biens immobiliers encore disponibles. Et puis en fait on a décliner tout le parcours client au final, une fois que l'utilisateur est venu sur le site pour trouver un bien, il pouvait avoir accès après à son espace client s'il était effectivement parti côté client, les partenaires aussi qui sont un persona important en fait chez Bouygues Immobilier. Donc voilà, on a eu un déroulé assez progressif et puis l'intégration, on va y venir juste après avec Derby, qui était qui est encore votre ERP. Donc voilà, au final un déploiement plutôt long, avec aussi des retours en arrière, donc ça fera partie. Ouais. Des petits enseignements à la fin. Exactement. Super. Si on présente rapidement, là tu en as déjà un petit peu parlé par rapport à Derby, l'architecture un peu SI au sein de Bouygues Immobilier Belgium, c'est du coup un CRM qui va être connecté donc avec l'ERP grâce à un ETL qui va faire transiter la formation notamment de l'ERP vers le CRM, c'est ça? Exactement. Oui. Ben, en fait, donc avec l'implémentation d'HubSpot, on a supprimé quelques outils. On devait en garder un donc, qui est Derby, qui est une solution, je pense en tout cas maison, qui nous permet de remonter les informations à la maison mère, et qui va disparaître fort heureusement. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous, on aurait un peu plus de latitude. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment qu'on aille vers une transformation où on a mis en fait tous les outils en un. Prochaine étape, ça va être d'inclure la facturation. Là, on aura vraiment fait, je pense, le 360 degrés. Mais donc aussi, voilà, ce qui était particulier par rapport à nous, c'était qu'on dépendait aussi de certaines contraintes liées à la maison mère. Et donc, on a dû intégrer un ERP qui n'était pas toujours facile et où la connexion ne se fait que dans un sens. Donc, il y a malheureusement encore et toujours un double encodage pour certaines choses. Mais ça, c'est propre... je dirais, à la façon dont ça fonctionne. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, HubSpot nous permet d'avoir une vue, depuis le début jusqu'à la fin, au niveau du parcours client, et en intégrant vraiment tous les éléments. Mais je pense qu'on va après un peu expliquer la structure. Mais effectivement, en fait, la connexion se fait que dans un sens. En fait, tous les jours, on a les informations qui sont stockées au niveau de l'ERP, donc sur tout ce qui concerne le programme, les biens en stock, etc., les prix, qui descendent en fait dans HubSpot pour avoir l'information totalement à jour. Et ensuite, voilà, ce que vous voyez en bas, ce sont les différents applicatifs qu'on a mis en place, donc le site, les espaces partenaires, clients, gestionnaires, qui en fait récupèrent toute la donnée qui est stockée depuis HubSpot. Et donc on est aussi sur une suite, c'est intéressant à mentionner, c'est que c'est une suite HubSpot aussi complète, parce que du coup même après la vente, en fait, il y a aussi le service client, et donc du coup toute la partie ticketing se fait aussi sur HubSpot. Donc voilà, c'est la force en fait de la configuration. Et même en fait avant, puisque donc on utilise aussi toute la fonction marketing. On a notre site internet qui est lié dessus avec des landing pages. Donc en fait, il y a tout le traitement des leads qui se fait également, qui sont convertis après en clients et puis qui vont jusqu'après effectivement avec toutes les notions de ticketing et les différents espaces qu'on a ouverts. Puisque là aussi, c'est quelque chose qui a évolué. Au fil du temps, à la base, on n'avait pas prévu d'avoir forcément des espaces clients où les personnes pouvaient vraiment gérer leur acquisition. Et puis, on a des demandes de commercialisateurs externes qui sont venus. Et puis, comme on touche quand même encore malgré tout beaucoup d'investisseurs, il y a des gestionnaires immobiliers. Et donc, en fait, on a créé tous des portails, mais qui communiquent ensemble et avec en fait une information qui est pushée à un endroit et qui est distribuée selon toute une série de règles et d'architecture qu'on a mis en place. Mais c'est vrai que à mon niveau, d'un simple clic, je peux diffuser une information à énormément de personnes en étant sûr de la véracité de l'information. Je prends la question quand même qui est intéressante parce qu'elle fait le lien avec ce qu'on dit. Le chiffrage des programmes immobiliers se fait dans HubSpot ou dans l'ERP? C'est un peu plus compliqué que ça. Alors je dirais pour simplifier, on va dire pour l'instant dans l'ERP, mais ça va se passer dans HubSpot. Une fois que l'ERP va justement disparaître,
mais il y a encore en plus des outils typiques au programme qui sont mis sur le côté. Ok. Mais la volonté ici, c'est que dès l'année prochaine, puisque notre ERP sera désactivé fin d'année, à ce moment-là, tout sera basculé directement dans HubSpot et on n'aura plus ce double encodage, quoi. Très clair. Petit focus, dans chaque Rex on a un focus particulier. Ici on voulait venir sur le parcours client, parce que c'est quelque chose quand même qui est assez incroyable, avec beaucoup d'intervenants, comme tu venais justement de le mentionner, plusieurs espaces, des interfaces qui sont proposées en fait aux différents partenaires. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours client et le lien qu'il y a entre toutes ces interfaces qu'on voit là? Oui, donc on a structuré notre façon de fonctionner via les transactions, qui sont en fait le lien entre tous nos composants. Donc il y a les programmes, il y a les lots principaux, secondaires, les clients. Et donc en fait, un client chez nous commence dès le moment où il s'engage sur une offre et qu'elle est validée. D'accord. Mais comme je disais, on a un processus client et d'acquisition qui est relativement long. Et donc en fait, en fonction, je dirais déjà, de l'évolution du projet, mais le client va vivre différents éléments, notamment, par exemple, ses choix de finition qu'on doit intégrer dedans. Et comme je le disais, la difficulté, c'est que, fatalement, on travaille aussi avec différentes équipes, donc ils passent de main en main. On voulait quand même garder une espèce de structure et un fil conducteur pour lui, qui est justement en fait, son espace client au sein de notre activité. Et d'avoir l'historique complet pour s'assurer que l'information passe bien d'une personne à l'autre. Mais donc, je dirais que la grosse difficulté pour nous, c'était d'avoir une architecture qui soit à la fois simple d'utilisation et compréhensible pour le client, et en même temps assez polyvalente pour les équipes. Mais ici, par exemple, si on reprend tout le parcours en détail, donc le client arrive chez nous, il fait son offre, elle est acceptée. Plusieurs mois après, quelques semaines après, on passe au compromis de vente. Plusieurs mois après, à l'acte authentique. Commence ensuite son choix de finition. On arrive quelques mois, quelques années après, à la livraison. Et puis après, c'est tout le service SAV qui démarre, puisque fatalement, dans les premiers mois d'occupation, il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver. Et ça va de ce fait-là jusqu'à la réception définitive. Mais comme je le disais, il peut se passer 5 ans du début à la fin. Question qui est encore en lien, hyper intéressant. Ça veut dire que l'espace client est connecté au CRM directement et qu'il accède aux données en temps réel. Exactement. Oui, c'était tout l'intérêt. En fait, c'est vraiment d'avoir toute cette donnée stockée sur la partie CRM. Et cette donnée vient se mettre dynamiquement sur les différents espaces qu'on a configurés. Donc, effectivement, le client en fait, pouvait retrouver des documents en fait, qu'il a signés dans son espace client sans avoir à rappeler en fait, Bouygues Immobilier, Belgium pour demander l'information. Donc, il y avait aussi un gain de productivité aussi de votre côté, parce que du coup, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient de manière manuelle, ou en tout cas d'échanges, email, etc. Là, en fait, c'est aussi un élément de réassurance pour le client. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il faut savoir qu'on est fort sollicité par des clients parce qu'ils ont besoin d'un document, d'une information. Donc, nous, notre idée, c'était vraiment de tout centraliser à un endroit. Donc, on a supprimé le drive. Tout est dans HubSpot. On a mis en place une méthodologie qui fait qu'un document peut être ou non affiché dans différents espaces en fonction comment tu peux dire ça, d'un pouvoir utilisateur, d'autorisation, mais avec également un affichage qui se fait en fonction de la langue du client. Donc, dans notre marché, nous avons des clients francophones, anglophones, néerlandophones. On a également voulu que la solution soit facile et accessible dans la langue de chacun. Et donc, c'est vrai que le client francophone qui se connecte va voir compromis de vente. Le client néerlandophone, il verra en fait la même chose en néerlandais. Et donc, comme on a en plus des commercialisateurs externes et des gestionnaires, il y a certains éléments qu'on peut donner comme information ou pas. Et en calibrant tout ça, c'est vrai que j'importe un document et automatiquement, il va être visible par Paul, mais pas par Serge et peut-être par Véronique. Enfin, voilà, c'est un gain de temps considérable en tout cas. Et du coup, Corentin, ce qui est intéressant, c'est que tous ces espaces sont développés avec HubSpot. Oui, directement sur HubSpot. En fait, là-dessus, c'est le travail de nos développeurs et en fait l'espace privé qu'on utilise sur HubSpot. Donc c'est une des fonctionnalités qui nous permet effectivement de restreindre l'accès des différents espaces à certains utilisateurs, de définir en fait des règles. Et donc à partir du moment où ils font partie de différentes listes d'accès aux espaces, eh bien, ils peuvent accéder à tout ça. Et puis en fait avec toute une logique aussi automatisée, c'est bête, mais d'envoi d'email pour s'inscrire, pour se connecter, de réinitialiser le mot de passe. En fait tout ça est embarqué dans HubSpot. Donc c'est vrai que
de notre côté, en fait, là où ont surtout travaillé les développeurs, c'était pour personnaliser en fait l'affichage et puis surtout en fait les côté CRM, venir définir en fait l'ensemble des informations qu'on avait à afficher et puis justement ce que tu évoquais, toutes les règles de confidentialité, etc. Qu'est-ce que je dois pousser sur les différents espaces en même temps. Mais effectivement, oui, en fait, tout ça est exploité depuis HubSpot. Après, je voudrais juste peut-être rajouter quelque chose aussi, parce qu'on a aussi intégré le ticketing dans les espaces clients pour que les clients puissent nous interpeller directement. Et on privilégie vraiment cela plutôt que le téléphone pour... déjà, en fait, la volonté derrière, c'était comme nos équipes se sont fatalement un petit peu restreintes avec le temps, on voulait gagner en efficacité et on voulait aussi éduquer les clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, on a un problème, on prend son téléphone, on envoie un WhatsApp, un message, etc. Aller dans son espace client, sélectionner le bon truc, envoyer une photo, l'envoyer, c'est déjà une autre démarche et finalement le client il se rend compte 9 fois sur 10 qu'il a déjà en fait la réponse ou le document juste sous les yeux. Mais au-delà de ça, ça nous permettait à nous de pouvoir garder en fait une trace à la fois pour le client, puisqu'en fait on le sait, ce qui est embêtant, c'est un peu le suivi. Quand on est client quelque part, on a envie de savoir, tiens, ma demande, elle en est où, mon dossier, il en est où. On a intégré en fait une espèce de timeline dans le ticketing, notamment, je pense à ça pour tout ce qui est service après-vente avec les interventions techniques quand les biens sont livrés. Le client se connecte, il sait voir exactement, tiens, où on en est. Est-ce que ça a été transmis, traité? Est-ce qu'on attend des fournitures d'un prestataire externe? Est-ce que l'entreprise doit venir? Enfin, il y a vraiment une timeline qu'on a mis en fonction des cas de figure. Et ça permet aux clients d'être tenus au courant avec en plus les envois automatisés qu'on a mis en place. Et donc là, on voit aussi une vision 360 du client. On a la vision côté interface, mais là, on côté un peu back-office pour vous du côté de Bouygues Immobilier Belgique. On voit les tickets dont tu parlais juste à l'instant qui peuvent s'afficher dans la fiche du client. Et donc là, en fait, au sein d'une fiche, on a toutes les informations. Donc j'imagine que pour les équipes commerciales ou service client, comme tu disais, c'est super simple à gérer en fait au quotidien. Oui, alors c'est simple. Bon, ça évidemment c'est la vision interne. Donc comme je le disais, la transaction c'est vraiment le cœur de notre système de fonctionnement, puisque dessus est rattaché aussi bien des contacts qui sont les clients, mais que des programmes, donc les projets que l'on développe, les lots concernés, les documents, les tickets. Tout est lié à ça. Et donc c'est vrai que c'est facile, puisque aujourd'hui n'importe quel collaborateur nouveau ou actuel en fait a une vision claire de ce qu'il s'est passé jusqu'à présent. Il y a un intervenant tout à l'heure qui disait il n'y a rien de plus désagréable que quand on est au téléphone avec un client qu'il te raconte ce qui s'est déjà passé alors que tu as déjà l'information. Tout à fait. Ici, c'est vraiment le cœur de notre système de fonctionnement. Oui, non, on aurait pu montrer beaucoup de choses en termes d'automatisation, tout ça, mais c'est vrai que c'est la vue en fait qui résume un peu tout ce qu'on a réalisé et puis donc qui est complètement personnalisable aussi. Du coup, on voit en fait les différents objets qui sont rattachés en fait à cette transaction pour retrouver aussi la nomenclature, le jargon aussi des équipes. Et effectivement, oui, n'importe qui en fait qui arrive sur cette fiche. Alors il y a aussi une vue pipeline d'HubSpot. Mais en tout cas, quand on rentre sur une fiche, on peut à n'importe quel moment trouver toutes les informations, avoir un historique vraiment de l'ensemble des interactions. Et donc c'est encore une fois d'autant plus important quand le parcours d'achat est très très long. On peut venir remonter assez loin et même sur des tickets qui sont fermés, effectivement, ça a été déjà un point qui a été abordé, qui a été traité, etc. Et puis du coup la remontée aussi de data de Derby qu'on voit, donc la partie ERP qui pourra disparaître très bientôt, mais en tout cas avec des informations tarifaires qui remontent aussi à ce niveau-là. Super intéressant. Si on parle cette fois des résultats, du coup, Jérémy, pas mal de choses que tu voulais mettre en avant. Évidemment, cette expérience client et collaborateur sans couture. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager par rapport à tout ça ? Sans surprise, le résultat aujourd'hui, il est extrêmement positif. Maintenant, moi, j'ai bien aimé l'intervention de ce matin du monsieur de chez Michelin. J'aurais aimé suivre ça il y a 3-4 ans avant de me lancer. Ça aurait peut-être mis un peu plus de structure, puisque je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de pouvoir cadrer ce que l'on veut exactement, comment on va y arriver, et le fait de penser à tout, surtout. Je crois que c'est ça la plus grande complexité. Dans notre cas, évidemment, on a relevé quelques erreurs après coup, notamment, il y avait deux choses qui étaient intéressantes dit ce matin. Le fait de vouloir arriver avec une solution plug and play, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est un grand fail.
ça ne marche pas du tout. Mm. L'humain est vraiment réticent au changement. Et quand on a des habitudes qui sont bien ancrées, et je stigmatise pas du tout, mais avec des collaborateurs qui ont déjà un certain âge et qui sont habitués à des outils depuis une dizaine d'années, arriver avec une nouvelle solution, tu chamboules leur comportement, tu chamboules leurs habitudes, c'est très compliqué. Donc on aurait dû embarquer les équipes beaucoup plus tôt, et ça nous aurait aussi, à mon avis, fait gagner du temps et sans doute de l'argent, puisqu'on a un petit peu, comme c'est le commercial qui a piloté le projet, on a minimisé certaines choses au niveau de la technique notamment. Donc déjà, quand tu n'inclus pas les personnes, ils sont encore plus réticents. Mais par contre, on s'est retrouvé à devoir faire des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc voilà, c'est le genre de choses sur lequel voilà, je mettrais en tout cas en garde, ou j'attirerais l'attention sur quelqu'un qui veut se lancer dans un nouveau projet, c'est de bien avoir une vision globale de ce que tu as envie de faire et d'embarquer un maximum de personnes avec toi, mais avec un décisionnaire pour trancher et avancer. Juste avant, Corentin, que tu interviennes, quand on a préparé, tu évoquais justement notamment le succès de la commercialisation de ton dernier programme. Tu peux nous en parler, la différence qu'il y a eu entre ce que tu as connu au départ Donc, et... depuis qu'on a intégré HubSpot, nous avons un projet qui a pu en fait connaître, je dirais, depuis le premier coup de pelle jusqu'à la livraison. On n'en a qu'un seul qui a vraiment connu tout le parcours jusqu'à présent, qui est un projet à Cour-Saint-Étienne, une résidence de 84 logements. C'est la première fois qu'on a un taux de satisfaction client qui est quasi à 100%. On n'a jamais eu ça. Pourquoi ? Alors, outre le fait qu'on a très bien construit et qu'on a bien suivi tout ça, mais on a eu une communication active, une disponibilité et une organisation avec les clients qui fait que quand on est arrivé en bout de course, les habituels petits points de tension et de litige, en fait, c'était pas grave. Ça passait. Alors que quand on a, dans le passé, les gens pinaillaient vraiment sur des détails parce qu'il y avait une espèce d'animosité, une tension, parce que tout au long du processus, ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas ce qu'il se passait. Ici, on a vraiment pu, grâce à ça, les tenir informés de l'évolution de leur chantier, des difficultés qu'on a rencontrées, des bonnes choses également qui sont pointées au fil du temps. Donc, le fait est d'avoir pu justement les embarquer dès le début, vraiment jusqu'à la fin. Ça a permis d'avoir des livraisons où on s'en est sorti avec une moyenne de 1 remarque par appartement, ce qui n'était jamais arrivé non plus. Parce que justement, là aussi, on a pu embarquer les clients et les équipes techniques en amont. On n'a plus le problème des cuisines jaunes à la place de roses. Dommage. Mais oui. mais du coup, voilà, c'est vrai que c'était une grande satisfaction pour tout le monde parce qu'au final, ça nous a permis aussi de nous rappeler pourquoi on fait ça. Pas juste ça pour gagner de l'argent, ou on faisait ça aussi pour des gens. Il y avait la concrétisation, c'était l'immeuble, et le fait de faire des réceptions, surtout pour les équipes qui les font, pendant des semaines et des semaines, on enchaîne les rendez-vous avec les clients, c'est assez chronophage et c'est assez épuisant. Mais le fait de voir des sourires et que les gens sont ravis de rentrer dans leur appartement, j'ai plusieurs collègues à la technique qui m'ont dit, allez, pas de vulgaire, mais c'était chouette, quoi. Ouais. Donc voilà, ça je dirais que c'est le premier cas, en tout cas marquant depuis qu'on a lancé le projet. C'est cette première résidence qui a un franc succès, et on est en train de réitérer la même chose avec une autre sur Bruxelles, qui est plus ou moins à mi-parcours, mais avec laquelle on entretient une très très bonne relation avec les clients là aussi. Super. Tu voulais apporter quelque chose du coup, Quentin? Je pourrais me réserver pour les apprentissages. Je voulais revenir sur la Ça phase de cadrage. Il y a un truc aussi que je trouve qu'on a assez peu évoqué encore jusqu'à présent dans les autres Rex, et je vois que tu l'as mentionné là, le côté reporting, analyse. Toi, dans ton quotidien, dans ton métier, c'est quelque chose aujourd'hui qui aussi, tu évoquais au tout départ, voilà, c'était compliqué de faire remonter les données, etc., la direction. C'est beaucoup plus simple pour toi aujourd'hui dans le pilotage? Oui, alors évidemment, le gros problème qu'on avait avant, surtout pour notre DG, c'était d'avoir des datas fiables et en fonction des intervenants, il y avait chaque fois des chiffres différents. Aujourd'hui, c'est vrai que, bon, hormis tout ce qui est vraiment la problématique chantier, tout le reste remonte assez facilement. On sait exactement où on en est dans la commercialisation, quel est le chiffre d'affaires global, quels ont été les appels de fonds. D'un point de vue purement commercial, on arrive aujourd'hui à avoir des définitions de buyer persona extrêmement précis, parce qu'on récolte dans notre activité évidemment beaucoup de data. Je veux dire, quand quelqu'un achète, on a vraiment toutes ces données, mais en les amenant également encodées, ça nous permet pour un nouveau projet qu'on a lancé avec Noise, qui est aussi une boîte française justement pour le marketing. Quand je leur ai donné nos bailleurs personnels, ils ont ouvert des yeux en disant mais on n'a jamais reçu un truc aussi précis. C'est bon, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Mais on a tout, et on l'a surtout bien encodé et bien catalogué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du reporting, on peut donner vraiment que ce soit en interne ou aussi bien en externe, des datas fiables et vraiment très pointues.
La conduite du changement, d'ailleurs, ça faisait partie, je pense, voilà, d'une des questions qui était quel est le degré d'implication de vos équipes internes? Êtes-vous plutôt co-construction, délégation? Tu l'as évoqué, c'était difficile, cette partie-là. Ah oui, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'on ait faite au départ, c'était de ne pas embarquer tous les départements. Donc il y a eu beaucoup de combats en interne pour faire adopter l'outil et le faire utiliser par tout le monde. Et une autre difficulté un peu liée, c'était au niveau de la formation. Donc on a créé des outils didactiques, etc. Mais dire simplement à quelqu'un, tiens, voilà une FAQ, voilà un mode d'emploi, débrouille-toi, non, enfin ça marche pas. Il faut les prendre par la main, il faut les embarquer, il faut prendre du temps, dans son propre temps, pour justement apprendre à utiliser l'outil. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Et je pense effectivement que le fait d'embarquer les gens dès le départ, ça va aider, ça va rendre le truc un peu plus smooth. Mais du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, non, mais pour. Degré d'implication de vos équipes internes, aujourd'hui, il est assez poussé, puisqu'on a essayé de changer ça. Mais à la base, il était quasi nul. On était deux à piloter le projet. Et c'est clairement. Enfin, en tout cas, d'expérience, c'est pas comme ça que je le referai aujourd'hui. Et pour compléter, parce que du coup, plus la vision ID Agency, c'est vrai que c'est un projet sur lequel on a beaucoup appris en fait de notre côté. C'est vrai qu'on avait une manière de faire ces phases de cadrage qui a beaucoup évolué maintenant. Mais effectivement, en fait, il y a vraiment des prérequis, en tout cas, ou sur des choses où maintenant on est aussi beaucoup plus vigilant sur le fait que le client puisse avoir une équipe parfaitement adapté, motivé en fait à réaliser le projet, avec, comme tu le disais, en fait, embarquer les utilisateurs finaux. Ça, c'est vrai que voilà, au début, c'était pas forcément le cas. Bien comprendre en fait aussi les objectifs du projet, parce que là en fait il y avait une partie des équipes de Bouygues Immobilier Belgium qui étaient embarquées en fait, et puis le reste c'est vrai qui du coup n'avait pas forcément été sollicité, etc. Donc après c'est difficile de motiver aussi tout le monde dans un changement d'outils qui leur change aussi le quotidien. Et puis le troisième aspect, c'était toute cette partie process, où du coup on est peut-être allé un peu vite en fait en phase de cadrage pour se projeter vite sur l'utilisation d'un outil, mais du coup avec derrière des retours en arrière aussi. Donc ça a été aussi un bel enseignement en fait pour nous, et aujourd'hui sur des phases de cadrage, voilà, on a toute une méthodologie justement pour venir, enfin c'est tout bête, mais du coup une matrice RACI pour qu'en fait en face l'équipe client puisse définir des rôles et des responsabilités très précises, savoir qui prend des décisions, qui est simplement consulté, mais quand même important d'être consulté à cette étape-là. Donc voilà, donc un cadrage qu'on améliore. On a évoqué voilà, pas mal de choses. Il y a encore une question intéressante, alors peut-être difficile à répondre parce que c'est un projet à assez long terme, mais je vais peut-être donner une enveloppe, c'est le budget. Ça a été une question qui a été souvent posée dans les autres Rex. Un budget global, une enveloppe globale de cette intégration 360, les espaces clients, partenaires, toute l'implémentation HubSpot. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre. T'as le chiffre en tête ? Je dois avoir à peu près une fourchette. Je pense que la première année en fait, de projet, en fait, de déploiement plus le début d'amélioration continue, je pense qu'on était à peu près aux alentours de 120 000 euros. En comprenant en fait les licences HubSpot, et puis après du coup des années en fait de support côté ID Agency qui était plutôt aux alentours des 30 000 euros, il me semble. On a beaucoup réduit la voilure puisque fatalement notre activité pour l'instant a un petit peu diminué, donc là on est plutôt dans une phase de consolidation. Mais c'est vrai que les 2 premières années, les budgets étaient assez conséquents, clairement, mais on venait de loin aussi, donc, et avec des besoins qui sont je dirais assez multifactoriel. Mais oui, je pense qu'au final, on a dû avoir une enveloppe de un peu plus de 200 000 euros. Aujourd'hui, on est dans des budgets qui sont vraiment très loin de ça, puisque comme j'ai dit, on consolide et on fait des améliorations continues avec des quick wins, quoi. Enfin, je veux dire, je peux rebondir là-dessus, mais par exemple avec Jocelyn, cette année, on a réussi en très très peu de temps et avec très peu de moyens à automatiser complètement le choix de finition des acquéreurs. On s'attendait à ce que ce soit un développement monstrueux et en fait c'est hyper simple, et maintenant nos clients peuvent se connecter à leur espace client, choisir leur carrelage, leur parquet, leur cuisine, leur salle de bain. Ça arrive dans la fiche de la transaction, l'équipe technique reçoit exactement via Excel ce qu'il le voulait, mais exactement ce qui est choisi
Ça, par exemple, c'était un quick win monstrueux. Ça nous Oui. évite des heures de rendez-vous avec les... Alors, évidemment, on a toujours des clients qui veulent être accompagnés, mais pour tous les clients investisseurs qui s'en fichent, en fait, ils veulent juste dire, OK, je prends le truc de base et je choisis ces couleurs-là. Pour nous, c'était un gain de temps monstrueux. Et ça, par exemple, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas coûté grand-chose. Mais c'est pas forcément toujours une question de budget, effectivement. En fait, l'important, en fait, c'est de pouvoir prioriser en fait, des actions qui vont avoir énormément de valeur ajoutée. Donc là, pareil aussi, on a des méthodologies pour récupérer le besoin, prioriser ces actions-là. Mais parfois, en fait, il peut y avoir un petit irritant qui prend énormément de temps aux équipes et qui peut être assez facilement solutionné. Donc voilà, même si aujourd'hui en fait on a réduit la voilure, c'est sûr qu'on a plus gros projets d'implémentation avec tous les espaces à initier, mais en tout cas en fait ce qui fait vivre aussi le projet, c'est voilà, cette phase d'amélioration continue, le fait que du coup Jérémy récupère plein de besoins du terrain, des différentes équipes, sur les irritants qu'ils peuvent rencontrer, et ensuite à nous de planifier les choses et trouver des solutions. Une question aussi qui a été posée par le public, c'est sur la partie de la promotion du coup de vos biens. J'imagine que vos biens sont relayés sur des sites aussi spécialisés. Comment ça se passe justement cette diffusion est-ce que c'est connecté avec HubSpot ou... Alors ça, c'est un des points qui est un petit peu touchy pour nous. Les différents portails que vous avez comme style seloger.com, je pense, Oui. On en a fatalement en version belge, Oui. n'intègre pas encore l'export HubSpot. D'accord. Donc là, malheureusement, tout est fait à la mano. C'est pas évident et c'est pas très gai, ça demande un peu de travail. Mais par contre, ça, ce sont des solutions internes que les différents portails doivent développer. Il se fait que plusieurs gros intervenants sur notre secteur, que ce soit des promoteurs ou des gros réseaux d'agences, utilisent de plus en plus HubSpot. En tout cas, les 3-4 gros acteurs côté promotion et côté agent immobilier l'utilisent. Donc ça pousse un peu à développer là aussi. Le jour où ce sera mis en place, c'est clair que pour nous, ça va changer radicalement la donne. Le fait de pouvoir exporter directement nos biens dessus, ça c'est bien. Mais donc ça c'est effectivement encore un des points qui est un peu problématique. Et donc soit on le fait à la mano, soit on utilise un autre CRM propre au portail. Nous, on a préféré le faire à la mano plutôt que d'avoir un outil supplémentaire avec une source d'erreur supplémentaire qui peut venir avec. Ok. Une autre question, du coup, j'imagine que sur la question, elle porte sur le CRM. Pourquoi avoir choisi une solution personnalisée plutôt qu'une solution spécialisée type HappyWait ou Unlatch, qui sont des CRM, c'est ça, spécialisé pour la promotion immobilière. C'est vrai que dans tous les secteurs d'activité, il y a des CRM qui sont développés et adaptés au secteur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence avec un CRM qui est entièrement personnalisé comme Unlatch est un candidat sérieux. Mais Unlatch, de nouveau, est un logiciel qui est fait par des Français pour des Français, essentiellement. On a quand même des spécificités dans le marché belge et Unlatch ne nous permettait pas de faire tout ce que l'on voulait. Alors, entre-temps, ils se sont également développés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être moins de réticence à basculer sur Unlatch. Oui. Ceci étant, la solution HubSpot nous permettait d'être justement un petit peu plus souple et d'un petit peu plus adapté ce que l'on va faire par rapport à nos besoins propres. Mais ça n'aurait pas été une solution dénuée de sens. Mais à l'époque, je rappelle quand même, on a commencé en 2021. Unlatch n'était pas aussi poussé que ce qu'ils font aujourd'hui. Et par rapport à nos besoins, ce qu'on avait identifié, il y avait 2 acteurs majeurs. Il y avait Salesforce, mais qui était juste en fait hors de prix par rapport à notre budget. Et il n'intégrait pas suffisamment de fonctions marketing. Et puis HubSpot était l'outil le plus polyvalent et qui collait le plus à nos moyens de l'époque. Donc le choix s'est fait pour ces raisons-là. Super. Merci à tous les deux. C'est passé vite finalement sur scène, mais en tout cas merci beaucoup pour ces informations. Et puis si vous avez d'autres questions, vous êtes encore là aujourd'hui, donc vous pourrez venir directement leur poser. Merci beaucoup.